Bienvenue dans Big Boss. Avec notre invité aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'économie sociale, Paul. Bonjour Marie-Noël, bonjour Julien Coppens. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes le patron, le directeur général des Petits Riens. Vous avez 40 ans, mais ça fait déjà combien d'années que vous êtes à la tête de... Alors 16 ans que je suis au Petit Rien et 13 ans que je les dirige. Donc c'est votre premier job à peu près Oui, c'est mon premier job. Et vous avez démarré, pas comme directeur, vous avez d'abord été... Adjoint du directeur du textile en fait. D'accord. L'activité qui concerne les vêtements, mais il n'y a pas que ça au Petit Rien, on en parlera. On en parlera. Depuis sa création en 1937, c'est quand même une fameuse institution. Les Petits Riens, effectivement, ont bien changé. Un tout nouveau centre de tri de 9000 m² a vu le jour récemment à Anderlecht. 150 employés ouvriers y travaillent, dont 50 personnes en contrat d'insertion reportage. Anderlecht, centre de tri des Petits Riens. Les ouvriers découvrent le produit de la récolte des 800 conteneurs à vêtements dispersés dans tout le pays. Dans ce premier tri, 24 tonnes de textiles vont passer entre leurs mains expertes. Ici, c'est vraiment de prendre chaque sac de dons, de vérifier ce qu'il y a dedans, de dispatcher les différents articles par catégorie, les t-shirts ensemble, les pulls ensemble, et ensuite de décider, ces pulls par exemple, quelle destination on va leur donner. Est-ce qu'on va pouvoir les vendre en Belgique? Est-ce qu'on va devoir les recycler en tant que matière? Est-ce qu'on va pouvoir les vendre à l'export? Ou est-ce qu'ils vont finir carrément à la poubelle parce qu'ils ne sont pas du tout revalorisables? Un processus de tri réglé comme du papier à musique. Le vrai but du trieur, trouver la crème, la meilleure qualité qui sera vendue dans l'une des 23 boutiques des Petits Riens. Cela représente 16% de la collecte. La moitié est destinée à l'export, un quart au recyclage et le reste, 11%, à la poubelle. Un peu plus loin, on teste de l'électroménager. On donne une seconde vie à des jouets. À côté des 6000 tonnes de textiles traités chaque année, l'entreprise gère aussi plus de 1400 tonnes d'objets divers. Au détour d'un rayon, on croise aussi les stagiaires de l'atelier Horizon. Une trentaine de personnes sont formées ici chaque année en électromécanique. À la clé, une formation en entreprise. On est une entreprise sociale qui existe depuis 75 ans. Et on est social d'abord dans un premier sens, puisqu'on va intégrer dans nos équipes de production, donc dans la collecte, le tri et la vente des dons, des personnes qui sont en marge du marché du travail classique, on va dire, qui ont besoin soit d'une formation, soit simplement une revalorisation par le travail, qui ont besoin d'un premier tremplin pour l'emploi, ou qui pourront même à terme être intégrés dans nos équipes. Lutter contre la pauvreté, c'est l'autre axe social des Petits Riens, car le fruit de ces dons va permettre d'améliorer les conditions de vie de 900 personnes chaque année. Voilà, une grosse machine que sont les Petits Riens, on vient de le voir en image. L'économie sociale, donc c'est votre créneau. Dans l'économie sociale, il y a économie et il y a social, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de faire tourner le business, si j'ai bien compris, Tout à fait. avant de pouvoir en faire quelque chose. Oui. C'est logique, mais c'est vrai qu'on nous connaît très peu sous cet aspect-là. Je crois qu'on connaît les Petits Riens avec les vêtements, éventuellement le défilé. Notre vision de la société est qu'on peut continuer... notre société crée beaucoup d'inégalités. Le modèle économique capitaliste qui concentre de la richesse crée beaucoup d'inégalités. Mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter l'outil économique en soi. L'argent est un moyen d'échange. Et notre postulat, c'est qu'en organisant une activité économique, donc en ayant une entreprise qui va collecter, trier des biens, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur de l'activité économique, on peut organiser et utiliser cet outil économique pour générer de la valeur et réutiliser cette valeur à autre chose que rémunérer du capital. Mais vous vous inscrivez complètement, vous parliez des limites du capitalisme, mais vous êtes complètement dans le marché, dans l'économie de marché en faisant ça. Oui, on est des rêveurs idéalistes avec les pieds sur terre, donc la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Notre système aujourd'hui fonctionne d'une certaine façon. On peut rêver à un autre système, mais il faut bien, pour faire fonctionner et alimenter nos idées, alimenter nos projets, avoir de l'argent qui, encore une fois, n'est pas un mal en soi, à partir du moment où on sait à quoi on l'utilise. Vous n'êtes pas tout seul sur le marché du textile revalorisé, textile et autres, on l'a compris. Il y a Terre, il y a Oxfam. Alors, est-ce que ce genre d'association, ce sont vos concurrents ? Effectivement, on est sur un marché, comme je le disais, on est une entreprise comme une autre sur un marché, peut-être un peu moins connu, le marché de la seconde main, qu'on croit réservé à l'associatif. Effectivement, Terre Oxfam sont des conculègues, comme on s'appelle entre nous, concurrents, collègues, avec qui on essaye de s'entendre, parce qu'on défend quand même au final des causes relativement nobles, je pense. Mais par contre, on se retrouve également avec des concurrents privés
qui eux ont purement et simplement, j'ai envie de dire, un but de lucre et de rémunération du capital, et avec qui on se livre parfois effectivement à une vraie guerre de chiffonniers. On peut imaginer, on le voit, il suffit de se promener dans les rues, il y a un peu une guerre des bulles, hein, Oui. ou des containers qui reçoivent ces vêtements, parce que tout le monde est à la recherche des meilleurs emplacements, et là vous êtes en concurrence avec du privé, pur et dur. Oui. Qui est le plus dangereux dans l'histoire? Est-ce que c'est les autres ASBL, ou bien avec les ASBL Terre, Oxfam et autres, vous êtes un peu répartis les territoires d'influence? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? On arrive à s'entendre avec Terre Oxfam. Comme je le disais, on partage des objectifs relativement communs, on travaille au bien commun en général. Et donc on peut s'entendre avec des personnes comme ça. Par contre, on a des concurrents privés qui, par exemple, payent pour un emplacement. Or, nous considérons que c'est un don qui nous est fait, que le citoyen, par le fait de mettre son sac dans un conteneur, va vouloir soutenir notre activité et nos actions, et donc on refuse de payer pour ça. Mais quand une entreprise privée va voir un pouvoir public, une commune par exemple... Ça arrive à Bruxelles, ça? Ça n'arrive pas encore à Bruxelles, mais c'est un phénomène qu'on voit et qui est très présent en Flandre, par exemple, où le marché est détenu majoritairement par des entreprises commerciales capitalistes. Et là, elles vont simplement voir les communes ou les intercommunales en proposant de payer pour pouvoir placer des conteneurs, arguments auxquels on a du mal à répondre, en tout cas auxquels on refuse de répondre par des arguments financiers. Et ça va venir à Bruxelles aussi, vous pensez, cette tendance à... Parce que bon, toutes les communes sont à la recherche d'argent, n'est-ce pas? Et donc, ça sera un argument qu'elles entendront sans doute si un acteur privé flamand, genre Curitas par exemple, vient avec cet argument-là. C'est un risque, effectivement. Maintenant, il faut savoir que le marché bruxellois est un peu différent, dans le sens où, en fonction des zones ou des régions où on va collecter, on va avoir une qualité différente de la marchandise, qualité qui va définir sa valeur. Et donc, pour pouvoir payer un certain prix, payer pour pouvoir placer un conteneur, il faut s'assurer qu'on va retrouver une certaine qualité dans les conteneurs, ce qui n'est pas toujours évident à Bruxelles, sans parler de tous les problèmes d'incivilité liés à une forte concentration de population, qui fait que le réseau est quand même très difficile à gérer ici dans la région pour quelqu'un qui, en plus de le gérer, doit le payer. Vous parlez de qualité, on va revoir un petit peu ce graphique qu'on a vu dans le reportage où on voit qu'il y a quand même 11% de fringues ou de fripes qui vont à la poubelle. Il y a une grande partie quand même qui part à l'export, près de la moitié. Alors c'est l'export vers où et pourquoi? Alors oui, dans la composition de cette originale, hein, ce qu'on se retrouve dans un sac, en fait, effectivement, il y a 11% de poubelles, c'est trop. J'ai envie de dire, on aimerait qu'il y en ait zéro, parce que nous payons pour cette poubelle. Mais il faut quand même rappeler que ça veut dire qu'il y a 89% de ce que nous collectons qui allait normalement aller se retrouver dans une poubelle qui ne s'y retrouve pas. Et par rapport aux destinations, effectivement, 50% qui part à l'export, c'est principalement de l'export hors Europe. On va se retrouver pour les vêtements chauds. Afrique pour les vêtements légers. Et Europe de l'Est, Moyen-Orient, Pakistan pour les vêtements plus chauds. Et là aussi, c'est un très gros business. Les friperies africaines, c'est peut-être quelque chose dont vous pouvez nous toucher un mot. Il y a des gros groupes là, qui sont derrière. Maintenant, on ne rentre plus là, on ne fait plus n'importe quoi, si je puis le dire comme ça. Et tout le monde se bat pour occuper la place. On est véritablement sur un marché mondial. Hein. Donc les Américains, les Canadiens, toute l'Europe collecte, trie, revend des vêtements de seconde main. Le fait que le marché de la collecte, en tout cas, soit détenu principalement par des associations à but non lucratif, en tout cas en Belgique francophone, est quelque chose d'assez rare, il faut le savoir. Dans la majorité des pays, ce sont des associations à but lucratif qui ont développé ces marchés. Et donc on se retrouve à l'exportation avec des volumes énormes provenant de gros pays producteurs sur des marchés qui se restreignent de plus en plus. Donc là, il y a également aussi vraiment une véritable concurrence et une guerre sur ce marché-là. On va jeter un petit coup d'œil sur les chiffres de l'entreprise, si vous le voulez bien, à travers un petit tableau. On va analyser ça ensemble, Paul. Oui, alors, on voit sur 5 ans, c'est toujours bien de voir comment une entreprise évolue, plutôt que d'une année sur l'autre. L'emploi a fortement évolué, 222 salariés quand même, on y ajoutera 124 personnes en contrat d'insertion via les CPS, si j'ai bien lu, c'est-à-dire beaucoup de monde. Le recyclage est en augmentation, 6600 tonnes recyclées l'an dernier, 21 boutiques, et c'est pas fini, vous en avez encore d'autres dans les cartons, vous allez nous en parler, je m'imagine. Le chiffre d'affaires, 9,5 millions d'euros quand même. On n'imagine peut-être pas la masse d'argent que gèrent les petits riens. Mais il y a aussi 2,9 millions de subsides, donc on va aussi pointer cela. Ça veut dire que ces subsides ont une importance quand même assez centrale dans le business model, dans le modèle d'affaires qui est le vôtre. Et puis, dernière ligne aussi, je m'arrête 2 secondes là-dessus,
Vous êtes en perte. Ne faites pas l'étonner. Ah. 1 million d'euros tout de même. Jusque-là, c'était une affaire qui était rentable, avec des finalités sociales, on l'a dit. Mais enfin là, vous êtes en perte. Oui. Ça s'explique comment ? Si vous permettez, je vais peut-être reprendre les chiffres et un tout petit peu les corriger, parce qu'effectivement, au niveau de l'emploi, les chiffres sont tout à fait corrects, mais on parle uniquement des personnes salariées. Vous l'avez dit, on a des contrats d'insertion chez nous, assez nombreux, puis également de nombreux bénévoles. Et donc, j'aimerais pas oublier une force de travail Près de 300, près de 300 bénévoles chez nous, qui est une force de travail très importante sur laquelle on compte. reparlera. Et on a vraiment... On réanalysera chaque thématique après, si vous voulez. Parfait. Alors, le chiffre d'affaires, c'est uniquement le chiffre d'affaires sur l'activité économique, les 9,5 millions d'euros. En fait, les petits riens sont constitués de plusieurs associations, et quand on consolide nos comptes, on arrive à un chiffre d'affaires consolidé de 15 millions d'euros. Et dans ces 15 millions d'euros, là, effectivement, on retrouve 2,9 millions de subsides, mais qui concernent principalement 93% des activités sociales. Parce que, comme je le disais au début, on génère de l'argent pour financer des projets sociaux, que sont l'hébergement de sans-abri, l'aide à des familles en difficulté à Bruxelles et en Belgique plus généralement. Et donc, les 2,9 millions de subsides servent principalement à financer ces actions-là. Certes, enfin bon, voilà un paramètre financier non négligeable. Le million, je reviens à la question. Vous n'y couperez pas. J'essayais de l'éviter. Oui, nous perdons de l'argent. Vous êtes en perte pour le moment. Est-ce que c'est passager ? Quand est-ce que vous revenez au vert ? Et pourquoi cette perte ? Alors, la perte est simplement liée au fait qu'on est en train d'investir très massivement. On l'a vu là dans une nouvelle usine qui représente quand même 11 millions d'euros d'investissement sur un chiffre d'affaires de 10 millions sur l'activité économique. Donc, c'est un sacré morceau à digérer. Ça a impliqué beaucoup de transferts d'activités, donc de cessation temporaire d'activités entre nos différents centres de tri précédents, qu'on a tout rassemblé sur un même site. Et donc effectivement, on est fin 2015 et fin 2016 aussi, vous n'avez pas le budget prévisionnel, mais il est également en perte. On vise l'équilibre pour fin 2017, avec entre autres l'ouverture d'une dizaine de points de vente qui, on l'espère, vous permettent de Donc c'est uniquement l'usine qui vous a mis dans le rouge ? L'usine et le transfert des activités, oui, tout à fait. Les dons sont en baisse. Est-ce que aussi ça pèse dans la balance ? Ça pèse, mais donc sur les 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut rajouter à peu près 500 000 euros de dons financiers qu'on collecte. C'est un aspect sur lequel on n'est pas très bon pour deux raisons. D'abord, on n'a jamais été très actif, très agressif sur cette activité de collecte de fonds. Oui, on parle bien de collecte de fonds et pas les dons textiles. Non. Donc on parle effectivement de collecte de fonds, d'argent. Et c'est vrai qu'on le répète jamais assez, mais nous avons également besoin d'argent. Parce que pour héberger un sans-abri, alors c'est très bien d'avoir des t-shirts, des vêtements, etc. à lui proposer. Mais on a également besoin d'argent pour payer une maison d'accueil, financer des travailleurs sociaux. Donc 500 000 euros. Il faut savoir que sur le marché de la collecte de fonds, on n'a pas le meilleur produit. Alors d'après les études, c'est d'abord la solidarité internationale qui est privilégiée par les donateurs ici en Belgique. Et ensuite, c'est tout ce qui est aide aux enfants, etc. Et donc la précarité pour les adultes n'est peut-être pas un sujet dont on parle assez souvent. Pour le dire comme ça. Oui. C'est moins vendeur, peut-être parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Alors, il y a un point quand même, je reviens sur les éléments que vous mentionniez. Les subsides sont essentiellement portés vers votre action sociale, certes, mais vous employez aussi des gens sous l'article 60, je cherchais la formulation exacte, c'est-à-dire contrat d'insertion via les CPAS. On pourrait considérer que c'est de la concurrence déloyale pour le secteur privé qui lui, n'a pas ce genre d'atout ou d'argument à sa disposition. Effectivement, on pourrait. Alors, 5% de notre revenu, de nos recettes sur l'activité économique sont des subsides. Seulement 5%. Je crois qu'il y a pas mal d'entreprises qui bénéficient de meilleurs taux de subsidiation. L'article 60 pourrait être considéré effectivement comme une subsidiation indirecte, puisque une personne sous contrat article 60, c'est un contrat d'apprentissage qui dure environ 1 an, et qui nous coûte en moyenne 500 euros par mois. Le reste étant porté par le CPS, quoi. Par le CPS et la région. Alors, est-ce que c'est un avantage concurrentiel par rapport à des concurrents ? Il faut bien se rendre compte qu'on travaille avec des personnes qui émargent au CPS, qui pour beaucoup d'entre elles n'ont jamais ou plus travaillé depuis très longtemps, et donc des personnes qu'il faut remettre dans le rythme, qu'il faut former, qu'il faut accompagner, qui vont avoir des problématiques parfois autres que simplement celles du manque de formation ou d'emploi. Ça peut être des problématiques familiales, de santé, de consommation d'alcool, ou toute une série de choses. Aussi, quoi, en fait. Et donc, le temps qu'on passe à encadrer ces personnes, accompagner ces personnes qui sont par définition moins productives qu'une personne sur le marché de l'emploi classique, sinon elles auraient un emploi, logiquement, ça a un coût.
Et très récemment, ici, dans notre centre de tri, lors de notre développement, on voulait créer une 50aine d'emplois article 60, donc des contrats d'insertion. Et malheureusement, on n'a pas pu le procéder pour des raisons financières propres à la région. Et on a dû se rabattre quelque part sur des contrats salariés. En fait, le calcul qui a été fait et qu'on est en train de réaliser, donc l'opération qu'on est en train de réaliser, c'est de remplacer 3 personnes sous statut article 60 par un salarié. Et d'un point de vue économique, la productivité d'un salarié, par rapport à son coût, rattrape le coût productivité de 3 articles. Le système a ses limites, quoi. C'est ça que vous dites. Exactement. Ce que je dis, c'est que l'avantage concurrentiel qu'on pourrait avoir, moi j'invite toute entreprise qui le souhaite, et une entreprise qui considère qu'on fait de la concurrence déloyale, à embaucher des personnes sous statut article 60 et véritablement investir dans leur formation, leur encadrement, puis on refera les bilans à la fin de l'année. Alors, les Petits Riens, c'est aussi la plus grande maison d'accueil de la capitale. Est-ce qu'elle l'est toujours depuis que vous avez diminué les lits ? Alors, Elle le reste ? techniquement parlant, oui, en tant que maison d'accueil. Il faut savoir qu'il y a un centre d'hébergement d'urgence, le SAMU social à Bruxelles, qui a plus de lits, mais qui n'est pas agréé en tant que maison d'accueil. Et qui n'a pas le même projet pédagogique. Donc aujourd'hui, c'est 85 lits pour accueillir des personnes sans abri. Nous avons visité la maison pour vous. C'est à Ixelles, rue du Prévost, que l'on trouve la maison d'accueil des Petits Riens. Visite guidée en compagnie de sa directrice. On est au 2e étage de la maison d'accueil des Petits Riens. Donc c'est une maison d'accueil pour hommes. On accueille des hommes de 20 à 60 ans et qui sont avec un titre de séjour en Belgique. Un projet pédagogique bien rodé qui vient de vivre une petite révolution. Voici donc la chambre transformée. Fini de dormir à 4 dans une pièce, les résidents ont désormais une chambre individuelle. C'était une grande décision à prendre, évidemment, d'avoir les budgets pour le faire et de diminuer aussi la capacité totale de la maison d'accueil pour justement offrir un confort et une intimité aux personnes qu'on accueille ici. Ici, on offre le gîte, le couvert et bien plus que ça, l'équipe des Petits Riens propose aux résidents de travailler leurs projets d'avenir. Gestion d'un budget, soutien administratif et formation au métier de la cuisine. Mais rien ne serait possible sans les dons. 50% du budget, ce sont les financements institutionnels de la COCOF qui couvrent globalement l'ensemble des salaires du personnel. Il y a quand même une équipe de 25 personnes ici pour faire tourner la maison d'accueil. 25% en fait, ce sont les participations aux frais d'hébergement des résidents. Donc toute personne qui vient ici, qui est accueillie, doit payer 17 € par nuit passée ici pour être nourrie, logée et blanchie. Enfin, 25% du budget annuel de la maison d'accueil est couvert par les bénéfices de la vente des vêtements. L'an dernier, un tiers des résidents ont quitté les Petits Riens pour un logement durable. Alors à peu près un tiers des personnes qui sont passées par chez vous, qui trouvent un logement durable. Je vois vous êtes une petite mine, peut mieux faire, c'est pas encore assez ? C'est jamais assez. Oui. C'est jamais assez. Quand on parle de personnes en difficulté qui sont dans la rue, on aimerait pouvoir, à la fin du processus, permettre à toutes ces personnes de retrouver un logement, de retrouver plus qu'un logement, c'est vraiment une place dans la société, un projet de vie. Tout à fait. Est-ce que vous constatez une hausse de la précarité à travers cette maison d'accueil ? Est-ce que plus de gens en difficulté, en décrochage viennent vous voir d'année en année ? Ou bien est-ce que c'est plutôt une idée qu'on a mais que vous ne vérifiez pas ? Non, malheureusement, autant dans notre pratique de tous les jours que dans les rapports. Moi, je vous invite à consulter le rapport annuel sur la pauvreté qui est sorti chaque année par le service public fédéral, qui est très très bien fait, mais qui constate malheureusement que les phénomènes de pauvreté et de disparité entre les revenus ici en Belgique et en Europe sont en croissance affolante. Il faut savoir qu'il y a 20% de la population belge qui est considérée en situation de risque de pauvreté. Et quel impact sur les Petits Riens ? Il y a un impact réel, tangible ? Mais l'impact tangible, c'est la demande, c'est la demande d'aide qu'on reçoit au quotidien, que ce soit en termes de demande d'hébergement dans la maison d'accueil, que ce soit au niveau de nos services sociaux, aux demandes d'aide matérielle, aux personnes qui fréquentent les services de distribution de repas chauds qu'on organise. Mais la maison d'accueil n'est pas remplie en permanence. Elle n'est pas full à 100%. Le taux d'occupation est de l'ordre de 95-96%, simplement parce qu'il y a une rotation. Et que les gens qui viennent
Voilà, il y a toute une démarche, un projet pédagogique. On a entendu, il faut payer 17 € par jour, donc c'est pas toujours évident d'accrocher le public. Non, enfin, il faut savoir que toutes les maisons d'accueil font payer le revenu, mais aussi que tout Belge qui est en ordre de papier a droit à un revenu, ça c'est une petite information. On est limité dans les 17 € qu'on demande en fait à 2/3 du revenu de la personne. Donc pour une personne qui touche un revenu d'intégration sociale, ça va être quelque chose de l'ordre de 450-500 €. On va pas pouvoir demander les 17 € par nuit, on va être limité. Et j'ai oublié le reste de votre question. Tout ça pour dire que, voilà, vous évoquez, ce sont des personnes qui sont en ordre de papier. Oui. Donc ça veut dire, avec le flux migratoire qu'on vient de connaître, les réfugiés qui sont arrivés à Bruxelles, c'est un public que vous ne touchez pas ? En tout cas, pas par nos maisons d'accueil. D'accord. Alors, on essaye de venir en aide à des centres d'hébergement d'urgence, des choses comme ça, via, par exemple, les dons de vêtements, de couvertures, ce qu'on fait, par exemple, tous les ans en hiver. On s'adresse à tous les centres d'urgence, que ce soit de jour ou d'hébergement, pour leur donner tout ce qu'on peut donner. Mais notre travail et la cible qu'on vise, je crois que pour être efficace, il faut parfois pouvoir cibler. Malheureusement, la pauvreté, je vous disais, touche 2 millions de Belges, et avec les moyens dont on dispose, on ne peut pas s'occuper des 2 millions, on doit faire des choix. Et donc on fait le choix de travailler avec des personnes, mais de travailler sur le long terme pour vraiment construire un projet d'émancipation et permettre à cette personne qu'une fois qu'elle est passée par chez nous, elle puisse reprendre sa vie en main et sortir sans nous ou sans un autre service. Ok. Les magasins, c'est par là que s'écoule 16% je crois de votre tonnage, de votre matière collectée. C'est pas tant que ça d'ailleurs, mais enfin bon, c'est déjà 16%. Ils se retrouvent dans des points de vente, surtout à Bruxelles. Vous avez l'objectif d'en avoir 30 d'ici la fin de l'année. On est à combien maintenant ? Aujourd'hui, on est à 20, 24. Donc vous y allez plein pot là. La semaine prochaine, 25 et la semaine d'après, 26, effectivement. Et vous êtes en train d'ouvrir un petit peu partout. Comment choisit-on les lieux de vente quand on est les petits riens ? Alors, on étudie le profil socio-économique de la zone. D'abord, on définit des zones de chalandise, c'est-à-dire un rayon dans lequel on constate que nos clients proviennent, qui est de l'ordre de 3 à 4 km pour nos boutiques. Ensuite, on cible donc des zones qui ne sont pas couvertes par un magasin. On étudie le profil socio-économique. Et on travaille beaucoup avec Atrium, qui est une agence, il faut le signaler, qui fait un très bon boulot ici à Bruxelles. Les images qui tournent derrière vous, c'est justement Stockel, c'est une des dernières boutiques. Oui. Alors on pourrait croire que Stockel, c'est plutôt justement profil socio-économique aisé. Alors, pourquoi aller ouvrir là, comme vous avez ouvert récemment à Uccle, dans le sud de la capitale ? Est-ce qu'on se fait en fait des fausses idées sur qui vient au petit rien ? Mais nous-mêmes, nous faisions des fausses idées, ou alors peut-être que c'était une réalité passée. C'est-à-dire que dans le passé, on ouvrait effectivement plutôt dans des zones genre Helmet, Barrière de Saint-Gilles, donc des quartiers avec un profil socio-économique un peu moins populaire, on va le dire comme ça. Un peu plus populaire, voilà. Ouais. Et au fil des ans, on a essayé, en tout cas, de contribuer à une redynamisation, un rajeunissement de l'image de la seconde main. Parce qu'on voulait toucher un public plus large. En tant qu'entreprise qui voulons vendre des produits, on va essayer de toucher de plus en plus de clients. C'est comme ça qu'on parle chez nous. Et donc, on a communiqué sur la seconde main pour essayer de la rendre beaucoup plus hype, beaucoup plus à la mode. Et ça marche ? Et c'est un phénomène vraiment qui prend. Alors, on n'est pas les seuls à avoir joué là-dessus. Je crois qu'il y a vraiment une conscience qui est prise dans une grande partie de la population aujourd'hui. D'abord, du fait que la seconde main, c'est pas si réservé aux pauvres que ça, et on peut trouver des pièces très originales vraiment et faire des très très bonnes affaires. Je vous invite à visiter nos boutiques, vous ressortirez avec un achat, c'est quasi certain. Puis ensuite, il y a une certaine conscience citoyenne qui émerge aussi et qui dit essayons de consommer autrement, arrêtons de gaspiller les ressources. On parle beaucoup d'économie circulaire, d'environnement, etc. C'est dans l'air du temps en somme. On a un produit qui est vraiment dans l'air du temps. Oui. Étonnant pourtant, ce week-end, ça tombe bien, l'émission Big Boss est diffusée au moment où vous ouvrez une nouvelle boutique dans le quartier Madou. Alors Madou, c'est en souffrance, il y a plein de magasins qui ferment. Alors pourquoi s'être implanté là ? Est-ce que c'est pas un peu risqué ? Il y a une certaine prise de risque, effectivement. Faut savoir qu'on est quand même là sur, j'ai envie de dire, l'origine des petits riens et des boutiques des petits riens, dans un des quartiers
où on aurait très bien pu s'implanter il y a 5 ans. Quartiers dans lesquels on fonctionne encore très très bien. Chaussée d'Elmet, on a une boutique de 450 mètres carrés qui fonctionne du tonnerre. Et donc on a l'espoir que dans ce quartier-là également, on réunit en tout cas les mêmes critères. Je sais bien qu'il y a des petits soucis de circulation sur cette zone-là, mais c'est pas la seule à Bruxelles. Outlet est en difficulté. Là, Effectivement, Dodd est en difficulté. Vous maintenez. Je crois, et on espère d'ailleurs avec Dodd que la diversification de l'offre, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a quasi que Dodd dans ce tronçon de la rue, et on espère qu'avec une diversification de l'offre, on va pouvoir attirer d'autres clients. Très bien, merci messieurs. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Pour ceux qui veulent visiter votre entreprise, c'est possible puisque vous participerez aux journées découvertes entreprises, mais c'est en octobre, le 2 octobre, le rendez-vous est déjà pris. Merci beaucoup messieurs, merci Paul, c'était notre dernière. En effet, avant la prochaine évidemment, la rentrée. Oui, on se retrouve à la rentrée. N'oubliez pas aussi de lire l'Écho ce week-end avec Julien Coppens. À bientôt, au revoir. Merci.